ça vous intéresse en tout cas. Alors de quoi allons-nous parler maintenant là dans les travaux pratiques que je vous propose? Donc nous allons parler maintenant de comment construire, enfin comment rédiger un développement construit pour l'histoire-géographie en classe de troisième. Alors, ça peut vous servir cette histoire pour d'ailleurs même le lycée, hein. Ça peut être très intéressant pour le lycée, ça peut être très intéressant également pour quand je dis le lycée, la seconde, la première, même la terminale. Après, on vous donnera d'autres outils au lycée, mais là, vous aurez plus que les bases pour avancer. Alors, je vous propose de faire un tour d'horizon assez rapidement parce que vous devez déjà être fatigué, mais allez, on va essayer de le faire en moins de 20 minutes. Pour que votre développement construit, c'est-à-dire soit ordonné, soit, je dirais, bien construit, il faut envisager, bien entendu, euh, des notions de temps, d'espace et une logique, une trame en d'autres termes. Alors le plus sûr est d'apprendre à utiliser une bonne introduction, même si c'est pas obligatoire en classe de troisième, mais par contre ça le sera au niveau du lycée. Un développement divisé en petits paragraphes selon le sujet et enfin une conclusion. Je vais donc vous expliquer comment faire une introduction. Alors l'introduction, en général, elle doit répondre à au moins deux objectifs. Le premier objectif, si vous voulez, ça serait... je vais essayer d'être le plus précis possible. Le premier objectif, ça serait de présenter le plan. Et puis le deuxième objectif, ça serait de clarifier le sujet en définissant des mots-clés et en posant le sujet. Ce qui peut se faire d'ailleurs même sous une forme interrogative, hein, c'est-à-dire vous pouvez terminer votre introduction par deux phrases, une ou deux phrases interrogatives par exemple. Alors, rien de mieux que d'essayer d'éclairer ça en illustrant, en vous donnant un exemple. Si on prend un sujet qu'on a vu en milieu d'année qui était le totalitarisme nazi, que le sujet qui est posé est le suivant. Le totalitarisme nazi, virgule, naissance, organisation et chute. À ce moment-là, l'introduction sera la suivante. Vous aurez une introduction à peu près sous cette forme. Vous pourrez énoncer par exemple que le 30 janvier 1933, Adolf Hitler, chef du parti nazi, devient chancelier de la République allemande, hein, puisqu'on est sous la République de Weimar à l'époque. Ce qui devait finalement n'être qu'une parenthèse au milieu d'une crise politique, va marquer le point de départ du totalitarisme naziste, c'est-à-dire d'un pouvoir de type dictatorial, doublé par une volonté d'ailleurs d'instaurer un homme nouveau au service d'un régime nouveau et conquérant, le Troisième Reich. Et si vous voulez terminer cette introduction, pour qu'elle soit, si vous voulez, correspondante, pour pouvoir développer en quelque sorte derrière, rien de mieux que de poser par exemple une ou deux questions. Et ici, je verrai par exemple même trois questions. Quelles conditions permettent l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler? Comment fonctionne ce régime totalitaire? Et la troisième interrogation, ça pourrait être quels éléments conduisent à sa disparition? Et si vous regardez, si on revient au sujet que je vous avais donné à l'instant, le sujet était le totalitarisme nazi. Donc la première question, c'était quelles conditions permettent l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, vous voyez, à la fin de notre introduction. C'est pour répondre à ça, hein, comment s'est mis en place le totalitarisme nazi, puisqu'on a la naissance dans le sujet, et l'organisation et la chute. Donc, si vous voulez, les trois questions, quelles conditions permettent l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, comment fonctionne ce régime totalitaire, quels éléments conduisent à sa disparition, sont en fait trois questions introductives qui vont permettre de construire un sujet en trois parties. Et ces trois parties, rebondissant,
sur le sujet lui-même, c'est-à-dire la première partie du sujet c'était le totalitarisme nazi, la deuxième la naissance, et la troisième c'est l'organisation et la chute. D'accord? Voilà comment vous pouvez construire une introduction. Ensuite, bien entendu, ce qui est très important avant de construire, si vous voulez, l'ossature du développement, il faut s'attaquer à la construction d'une conclusion. Alors la conclusion, elle a pour but, si vous voulez, de répondre au sujet posé, et elle peut même ouvrir, élargir le propos, sans trop déborder non plus, hein, parce qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le hors-sujet. Alors, pour concrétiser par rapport à ce qu'on était en train de dire, on va essayer de reprendre l'exemple. Si le sujet est l'Allemagne nazie, alors on va prendre par exemple le sujet l'Allemagne nazie, un régime raciste et totalitaire de 1933 à 1939. Pour un tel sujet, la conclusion sera la suivante. La conclusion, je la verrai comme celle-ci. Après, vous pouvez peut-être en penser une autre, mais celle-ci me vient à l'esprit. L'Allemagne nazie est une dictature, mais c'est également un régime totalitaire, antisémite et raciste. Après s'être préparée à la guerre entre 1933 et 1939, elle entraîne une grande partie de l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. Et là, vous voyez, en faisant ça, la dernière phrase, j'ouvre le sujet sur la guerre mondiale. La guerre mondiale, qui n'est pas en fait le sujet de départ, si vous avez entendu ce que je venais de dire, mais qui n'est pas hors sujet quand même. Donc c'est intéressant parce que vous élargissez le propos, et c'est donc intéressant de le faire. Maintenant, je vais vous donner une méthode à suivre que chacun de vous adaptera en fonction donc de ses compétences, des compétences que vous avez pu acquérir cette année et même les années précédentes. Moi, je vous conseille, je vous donne une grille de conseils et vous êtes libre ensuite de les suivre ou pas. Alors, je vous conseille au brouillon. Mais en fait, c'est tout le travail qu'on a fait pendant les 2 premiers trimestres ensemble. Quand vous m'écoutiez en train de faire le cours, je vous demandais de prendre des notes, d'être au brouillon. C'est la même chose. Au brouillon, vous allez donc d'abord vous lisez le sujet, vous allez souligner les mots-clés du sujet qui est demandé pour arriver à savoir exactement ce qu'il faut définir. Dans un deuxième point, vous allez chercher un plan le plus approprié possible, le plus près possible du sujet qui vous est demandé. Ça, vous le faites au brouillon. Troisièmement, vous allez faire une colonne pour chaque partie du développement et y noter les idées, c'est-à-dire les mots-clés, les dates, les personnages et les lieux. Pour être concret, si vous avez un sujet qui s'articule en 2 parties, vous aurez donc sur une feuille de brouillon à faire 2 colonnes. Dans la colonne 1, vous allez donc tout ce qui vous vient à l'esprit, mots-clés, dates, personnages, lieux qui répondent à la première partie, vous les jetez sur cette première colonne. Vous allez après dans la colonne 2, et pour la deuxième partie que vous voulez développer, tout ce qui est lié à votre deuxième partie, c'est-à-dire, je répète, mots-clés, dates, personnages, lieux, etc. Tout ce qui vous vient à l'esprit, vous jetez tout cela à l'intérieur de la deuxième colonne. Admettons que vous ayez une troisième partie, votre sujet, ça peut arriver, un sujet en 3 parties, eh bien vous auriez alors une troisième colonne au brouillon et vous feriez la même chose. Une fois que vous avez fait ça, c'est à partir de là que vous allez pouvoir rédiger votre introduction. L'introduction, je reviens pas, je vous ai expliqué comment faire. Et après, votre travail, une fois que vous avez fait ça, c'est de passer au propre directement sur votre copie. Alors, comment passer au propre sur votre copie? Eh bien, vous allez recopier d'abord votre introduction, l'introduction que vous avez fait fabriquer au brouillon. Vous la recopiez. Ensuite, vous commencez à rédiger le développement en vous articulant sur l'ordre du contenu de chaque colonne
où vous avez inscrit vos mots-clés, vos dates, vos noms de personnages, etc., vos faits, d'accord? J'avais pas mentionné, mais vous pouvez vérifier dans les colonnes qu'il n'y ait pas de répétition, justement. Donc cette méthode vous permet d'éliminer les répétitions et de ne pas les retrouver dans la rédaction après au propre. Et puis en plus, vous pouvez dans les colonnes en plus ordonner, hiérarchiser les idées, ce qui est intéressant. Vous voyez? Donc vous avez deux effets intéressants avec cette méthode, ou même trois. La première, premier effet, c'est que vous évitez ce que j'appelle moi le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire la peur qui vous saisit au moment, par exemple, quand vous êtes en cours, au moment de rédiger, pendant le contrôle, etc. Vous avez l'impression de plus rien savoir. Donc là, le fait de jeter dans les colonnes comme ça ce qui vous vient à l'esprit, c'est intéressant parce que ça vous débloque. Deuxième élément intéressant, c'est de pouvoir regarder après s'il y a des redites ou des répétitions de dates, de noms, de faits, etc. dans chaque colonne, auquel cas vous les barrez. Vous pouvez même comparer de colonne à colonne pour voir si vous ne vous êtes pas contredit. Ça peut arriver, il peut y avoir des contradictions d'un paragraphe à l'autre, il faut faire attention à ça également. Et donc, je crois que j'ai oublié une troisième chose. Bah écoutez, ça me reviendra. J'ai oublié, j'ai zappé sur le troisième point. Mais enfin, vous voyez qu'il y a vraiment un grand intérêt à utiliser ce type de méthode. Enfin, quand vous allez passer à la rédaction, donc vous utilisez ce que vous venez de faire au brouillon. Alors le brouillon, ça ne doit pas durer plus d'un quart d'heure, hein, vous le faites à peu près en un quart d'heure, et puis après, vous passez à cette rédaction comme je vous l'ai indiqué. Et pour la rédaction, mon conseil, c'est de faire des phrases courtes, claires et incisives, c'est-à-dire qui vont directement à l'essentiel. Ne noyez pas le poisson dans l'eau, ne faites pas des choses trop compliquées. Faites des phrases claires, qui se suivent, qui se succèdent, qui prennent bien entendu en compte les idées que vous avez mis dans l'ordre. Ah oui, c'était ça qui me manquait. Hein, donc le troisième point positif de cette méthode des colonnes, c'était de pouvoir remettre en ordre ces idées. Et enfin, vous allez progresser très simplement. Pensez donc à utiliser des mots de liaison, ce qu'on appelle, si vous voulez, en français des connecteurs, qui permettent une articulation logique. Moi, ce que j'appelle tout simplement des mots de liaison. Je vais vous donner d'ailleurs tout à l'heure, en suivant là, une liste de mots de liaison que vous pouvez utiliser dans ce type de devoir de géographie, d'histoire ou de MC. Je pense que ces types de connecteurs, vous les avez déjà eus en français, les professeurs de français ont dû vous les donner, mais ça fait pas de mal si je vous en redonne quelques-uns. Enfin, une fois que vous avez terminé votre développement au propre, vous vous attaquez à la conclusion qui énonce, si vous voulez, une réponse claire au sujet posé, comme je vous en ai fait la démonstration tout à l'heure. Enfin, si vous pensez qu'une fois que vous avez mis un point final à votre conclusion, tout est fini, tout est terminé, vous mettez le doigt dans l'œil. C'est pas terminé, car vous devez relire parfaitement votre copie avec l'état d'esprit suivant de ne laisser passer aucune faute d'orthographe, c'est-à-dire en d'autres termes en étant plus plus souple, en laissant passer le moins possible, et en regardant s'il n'y a pas eu de faute d'expression, d'expression française, qui pourraient être par exemple des fautes qui introduiraient des contresens, une mauvaise lisibilité de votre copie, etc. Bon, tout ça, faut dans la relecture bien l'éliminer. Alors, quand on se précipite et qu'on a utilisé soi-disant tout son temps et qu'il nous reste, mettons, encore un quart d'heure et puis qu'on rend la copie tout de suite, c'est une erreur. Hein, tout le temps doit être utilisé pour l'évaluation. Rendre une copie avant la fin du temps imparti, c'est un petit peu ridicule, sauf à penser que on est surdoué, etc. C'est peut-être votre cas, hein, mais en tout cas pour moi ça l'est pas.
Donc moi je vous conseille d'utiliser le temps imparti, et comme ça vous êtes tranquille. Alors maintenant, un point important avant de vous donner des mots de liaison, j'aimerais vous parler des différents types de plans qui sont possibles. Vous savez qu'il y a plusieurs possibilités de faire des plans. Ça, je ne pense pas vous l'avoir expliqué dans l'année, alors j'y vais. Il y a quatre types de plans possibles. Les plus fréquents, hein, que je vous présente ici. On peut bien entendu en trouver bien d'autres, mais quand on possède déjà ces quatre-là, c'est pas mal. Il y a ce qu'on appelle d'abord le plan chronologique, qui se prête parfaitement à l'histoire. Chaque partie correspondant, bien entendu, à une étape du sujet de l'histoire. Alors je vous donne un exemple, parce que j'aime bien étayer ce que je dis à travers des exemples. Euh, Exemple de sujet qui se prête parfaitement à la chronologie. Un sujet qui serait par exemple quelles sont les grandes phases de la Première Guerre mondiale. Vous voyez, ça c'est un sujet extraordinaire qui se prête complètement. La question se prête à une chronologie, à une présentation chronologique. D'ailleurs, si vous regardez le cours que je vous ai fait cette année sur la Première Guerre mondiale, c'est un plan chronologique. Hein, j'ai utilisé ce plan-là, chronologique. Hein. J'ai utilisé la phase 1914, après l'enlisement entre 1915 et 1917, et le renouveau des offensives entre 1917 et 1918 avec la fin de la guerre. Autre thème qui peut tomber, par exemple qui se prête très bien à la chronologie, c'est comment s'est déroulée la décolonisation de l'Asie. Hein, donc je vous ai proposé cette année, vous vous en souvenez, la décolonisation de l'Inde, je crois, des Indes. J'ai donné deux exemples. Hein. J'ai fait un exemple de décolonisation par la guerre, c'était la guerre d'Algérie, et un exemple de décolonisation par la diplomatie, donc c'était l'exemple de Mahatma Gandhi avec la décolonisation donc des Indes. Et comme vous pouvez le voir, ça se prête dans ce sujet, hein, comment s'est déroulée la décolonisation de l'Asie. Alors, si vous vous souvenez comment j'ai présenté le plan en cours sur la décolonisation des Indes, c'est un plan chronologique également, hein, que j'ai pris, d'accord, qui partait de la fin des années 1800 et qui remontait progressivement jusqu'à l'après Seconde Guerre mondiale où l'Inde, puisque après les Indes ça devient l'Inde, c'est décolonisé. Deuxième type de plan possible, en dehors du plan chronologique, c'est ce qu'on appelle le plan suggéré par le sujet. Alors ce type de plan, en fait, découle logiquement de la lecture du sujet. Ça veut dire que les différentes parties, ils sont déjà mentionnées et séparées par des virgules ou des mots de liaison à l'intérieur même du sujet. Un exemple, quelles sont les causes et les conséquences de la guerre froide? Là, vous voyez bien, le sujet est un sujet en deux parties. Première partie, les causes. Deuxième partie, les conséquences. Donc, si on part sur un tel sujet, ne vous amusez pas à tenter un plan chronologique. D'accord? Parce que ça serait une méprise, de mon point de vue en tout cas, par rapport au libellé du plan, hein, enfin au libellé de la question, hein, qui renvoie implicitement à un plan suggéré. Hein. Donc les causes d'un côté et les conséquences de l'autre. Je vous donnais un deuxième exemple pour que vous compreniez bien ce qu'est le plan suggéré par le sujet. Montrer que l'Union européenne est une puissance, mais limitée. Alors là, vous avez la première partie qui est suggérée, c'est la puissance de l'Union européenne, et la deuxième partie qui est suggérée, ce sont les limitations de cette puissance. Je pense que vous me comprenez tous, hein, je crois être clair. Donc, vous voyez bien ici que dans ce cadre-là, il vaut mieux éviter de partir sur une autre façon de construire votre plan, puisque le plan est suggéré. Alors si vous ne voulez pas adopter de plan chronologique,
et que le plan n'est pas suggéré dans la question, à ce moment-là, vous pouvez très bien partir sur une troisième façon de faire, c'est ce que j'appelle le plan thématique. Alors le plan thématique, lui, si vous voulez, fonctionne comme ça. Chaque partie va traiter un aspect du sujet. Par exemple, économie, société, politique. Pour vous donner un exemple plus clair, pour que vous compreniez, si on a la thématique suivante qui tombe, par exemple, quelles sont les spécificités des territoires ultramarins? Dans la question, c'est pas dit, mais vous souvenez le cours, donc vous allez déjà vous rappeler les trois grandes parties que j'avais développées. Je répète la question, quelles sont les spécificités, si vous voulez les particularités, des territoires ultramarins? Alors la première, souvenez-vous dans les cours que j'ai fait, alors ça j'ai dû le faire en ligne, ou peut-être c'était avant notre départ, je me souviens plus. Première caractéristique, spécificité, c'est l'éloignement géographique. L'éloignement géographique, c'est-à-dire que ce sont des territoires qui sont très loin de la métropole. Deuxième particularité, deuxième spécificité, une partie de ces territoires ont des statuts particuliers. Hein, les régions d'outre-mer et les départements d'outre-mer ont en gros les mêmes caractéristiques que les départements et régions de métropole, mais pour ce qui est des collectivités, des COM, hein, des collectivités d'outre-mer, elles ont leur statut particulier. Ça peut aller, souvenez-vous d'un drapeau particulier, une monnaie particulière, etc. Mais en tout cas, tous les DROM et COM ont aussi une spécificité, c'est un climat qui n'est pas celui de la métropole. Et donc une économie aussi qui est plus localisée. Donc je reprends ici dans ce type de plan, vous avez dans ce type de plan que j'ai appelé le plan thématique, hein, vous avez à trouver justement les parties en fonction des thématiques qui sont induites par la question qui est posée. Par exemple, je reprends quelles sont les spécificités des territoires ultramarins. Donc ici 3, donc c'est un sujet qui se prêtera à 3 parties. D'accord, ça peut, en général, on ne dépasse pas hein, 3 parties. Alors, le plan, il peut être donné par la définition du mot-clé. Par exemple, à chaque fois que l'on démontre, je reprends sur un autre sujet qu'un État est totalitaire, on part de la définition du mot-clé. Par exemple, ici, qu'est-ce que c'est que l'État totalitaire? Un État totalitaire, c'est un État où toute la vie politique, économique et sociale est contrôlée par la personne qui est au pouvoir et qui refuse la diversité des idées et des comportements. Hein, c'est ça en gros, si vous voulez, la définition d'un État totalitaire. Donc ici, en introduction et dans le développement, on cherche à savoir si dans chaque domaine, politique, économique, sociétal, la définition est vérifiée. Hein, c'est ça qui va nous permettre de construire un plan thématique. Maintenant, dernier type de plan. Alors, le plan thématique est plus difficile à manier, hein, vous l'avez remarqué, c'est moins simple que les deux premiers. Et le dernier plan, c'est un plan qui finalement est plus dangereux encore, ce que j'appelle le plan dialectique. Et ce plan dialectique, finalement, qui est un plan qui est articulé autour de oui ou non, de positif ou négatif, oui, non, d'accord? Le plan est intéressant, mais, excusez-moi, mais il est périlleux, il est dangereux. Il faut bien faire attention à ce type de plan parce que il va être articulé en deux parties, vous l'avez compris, oui, non, pour, contre, etc. Mais en général, le problème, c'est que dans ce type de plan, on peut facilement se contredire d'un point à l'autre des deux parties, et là, c'est regrettable parce que ça veut dire que votre sujet est complètement fusillé si vous faites ça. C'est-à-dire que on pensera que vous n'avez rien compris,
Et d'ailleurs, vous pourriez même faire la démonstration parfaite que vous n'avez pas compris vraiment le sujet. Donc vous voyez, c'est extrêmement dangereux. Comme plan, je vous le conseille que si vous maîtrisez bien les 3 premiers déjà. Je vous donne un exemple. La France est-elle une grande puissance? Vous voyez que la question suggère oui ou non. Alors, on peut partir sur l'idée qu'elle est une grande puissance parce que, mais si vous partez sur l'idée qu'elle est une grande puissance parce que, faites attention dans la deuxième partie de ne pas démonter ce que vous avez dit dans la première. Oui, Monsieur, oui, vas-y. ça a l'air que ça se termine le cours. Alors écoute, là j'ai bientôt terminé, là j'ai fini dans même pas 10 minutes. Ok, d'accord, merci. Voilà, je continue, hein. Je termine sur ces parties. Donc, j'étais en train de dire, il faut bien faire attention à ne pas se dédire en quelque sorte d'une partie à l'autre. Un exemple que j'ai donné ici sur la France est-elle une grande puissance. Dans la première partie, vous allez construire un premier paragraphe en disant elle est une puissance parce que, vous allez énoncer bien entendu tous les arguments. Mais quand vous allez arriver à la deuxième partie, eh bien, vous allez la construire comme suit, en disant elle est moins puissante que d'autres États parce que, et vous allez faire la démonstration effectivement que elle est une puissance, mais qu'elle n'est pas une superpuissance, parce qu'elle est moins puissante que d'autres États, par exemple les États-Unis, d'accord, et qu'elle est en passe de devenir, bien entendu, très loin aussi derrière la Chine, d'un point de vue économique. Donc, il faut faire attention dans la deuxième partie à ne pas vous dédire, c'est-à-dire à ne pas vous contredire, parce qu'à ce moment-là, vous, dans ce cas-là, vous créeriez donc un très mauvais sujet et la note en serait extrêmement compromise. Alors j'avance un peu plus vite parce que vos camarades doivent être impatientes d'aller faire autre chose, je peux le comprendre. Maintenant, euh, je vais vous parler rapidement des mots de liaison. Je vous disais tout à l'heure être des connecteurs logiques, hein, des mots de liaison, c'est-à-dire des adverbes, des conjonctions de coordination, de subordination, etc. Vous les avez certainement utilisés déjà en français. Vous avez des connecteurs additionnels ou de gradation. C'est et hein. De plus, en outre, par ailleurs, surtout, qu'est-ce qu'il y a encore? De surcroît, d'ailleurs, en plus, quand, etc. Tous ces connecteurs de gradation, vous les connaissez, utilisez-les dans leur diversité, évitez les répétitions. Ensuite, vous pouvez les classer. Vous avez par exemple des connecteurs de classement, d'accord, des mots comme puis, premièrement, ensuite d'une part, d'autre, etc. Hein. Vous avez des mots-clés de restriction ou d'opposition. Mais cependant, néanmoins, en revanche, toutefois, pourtant, je crois que j'ai fait le tour, alors que peut-être, bref, tous ces mots clés sont des mots de restriction, d'opposition. Des mots qui tournent autour des causes, car, parce que, grâce à, en effet, en raison, d'autant plus que, étant donné, vu que, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Vous en avez d'autres qui indiquent une conséquence qui peuvent être utilisées. Ainsi, c'est pourquoi, en conséquence, par suite, tellement que, au point que, de manière que, etc. Hein. Donc, ce sont des indicateurs enfin, de conséquences. Pour terminer, je pourrais vous donner peut-être des mots de condition ou de supposition ou encore d'hypothèse. Alors qu'est-ce que vous avez? Si, peut-être, probablement, sans doute, éventuellement, à supposer que, à moins que, à condition que,
en même temps, pourvu que, etc. Pour les comparaisons, ou les équivalences, ou les parallèles que vous voulez faire, vous pouvez dire ou, de même, ainsi, également, à la façon de, à l'image de, autant que, tel que, plus que, plutôt que, etc. Vous en avez beaucoup d'autres que vous pourriez trouver. Pour les mots qui peuvent vous permettre d'introduire un but, pour, dans le but de, afin de, pour que, afin que, etc. Et pour terminer la liste, pour indiquer par exemple une alternative, un choix, ou, autrement, sinon, soit, ou, etc. Pour illustrer, des mots qui servent à illustrer, vous pouvez indiquer par exemple, c'est ainsi que, comme c'est le cas, etc. Et enfin, en conclusion, vous pouvez utiliser des mots de conclusion. Au total, tout compte fait, tout bien considéré, après tout, en dernière analyse, en guise de conclusion, etc., etc. Vous avez ces mots connecteurs que vous pouvez utiliser. Bien, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire ici. Je voulais éventuellement vous donner un exemple, mais c'est pas la peine de vous noyer trop dans les considérations. Vous pouvez très bien, à partir de, en revoyant donc, puisque ça va être posté sur Pronote, cette vidéo, vous pourrez au ralenti regarder à nouveau et apprendre avec tout le temps qu'il faudra. Je vous souhaite à tous, si vous n'avez pas de questions à poser, une excellente soirée.